On peut commencer avec ce panel qui est dédié, pardon, Carlos, on commence avec le panel. Et, un panel dédié à l'un des sujets qui ont caractérisé le travail de Tony dès le début, c'est-à-dire les études et les recherches de doctrine de l'État et de critique de ce que Tony définit la forme État avec un tiret. Et en particulier, l'intérêt de l'intervention d'Elfix, qui sera la première intervention, c'est de s'interroger sur l'actualité de cette notion à partir de la question de la planification. Elfix, il fait un doctorat à Genève sur la question de la planification écologique. Et donc il a fait un travail de redécouverte généalogique de la question de l'État dans la pensée de Tony Negri. Par la suite, on aura une intervention de deux chercheuses brésiliennes qui malheureusement n'ont pas pu être ici, dédiées à la question de l'expropriation et la souveraineté économique dans le cas de la dette publique brésilienne, à partir d'une problématique qu'ils essaieront d'interpréter et de lire à partir de Negri-Hart. Et donc, ils nous proposeront une analyse basée sur les travaux de Negri-Hart sur les transformations de l'État et de la gouvernance globale. La première intervention sera en français, la deuxième en anglais. Il faut se sentir à l'aise au niveau linguistique, donc vous pouvez poser des questions dans la langue que vous préférez. S'il y a des problèmes de compréhension avec les intervenants en distanciel, c'est nous qui on va s'occuper de traduire, donc pas de souci. Et l'autre question, dommage, il y avait une autre intervention de Alberto De Stasio, toujours sur la question de Negri et l'État capitaliste, mais ce matin, on a reçu un mail à 6 heures, il a perdu son avion. Et voilà, donc on a une intervention de moi, et donc on donne 20 minutes à FX et 20 minutes à nos intervenants, Amelia Coelho Maciel et Maria Isabel de Carvalho, qui interviendront depuis le Brésil. Très bien, merci beaucoup pour cette introduction. Donc ce que je vais présenter aujourd'hui, comme Francesco l'a dit, ça s'inscrit dans le travail de doctorat que je mène, mais de façon un petit peu secondaire. Moi, je travaille vraiment sur la planification écologique et donc voilà, c'est des réflexions, disons, un peu annexes à ça que je vais présenter aujourd'hui. Voilà, donc en fait, pour un petit peu reconstituer cette notion de l'État-plan, et à partir du texte Crisi dello Stato Piano de Tony Negri. Et ce que je vais essayer de faire, plutôt que de simplement repartir d'une reconstruction de ce texte-là, des arguments, même si je consacrerai une bonne partie de la présentation à faire ça, c'est que donc je vais un petit peu revenir sur le contexte historique de qu'est-ce que c'est la planification en fait en Italie dans les années 60, ce qui me semble être un argument qui est un petit peu souvent passé à la trappe. Et j'ai aussi eu la chance, grâce aux camarades de Padoue et du centre social Pedro, de consulter des documents inédits de formation des cadres de Potere Operaio sur la question. Et donc du coup je vais essayer aussi donc de lier dans cette présentation à la fois le versant théorique de Tony Negri dans Crisi dello Stato Piano et en fait un pan un peu plus politique auquel j'ai pu avoir accès grâce à ces documents. Donc bon, l'idée c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire dans un moment de retour des débats sur la planification de ces thèses importantes.
Alors, donc, je commence par revenir sur le contexte politico-historique, et je vais le faire de façon, disons, un peu inverse à la manière classique dont l'opéraïsme le ferait, c'est-à-dire en partant plutôt disons, d'un niveau objectif et historique, et pour après voilà, comprendre l'interaction entre cette dimension et les luttes, et la phase de lutte qui s'ouvre dans cette période-là. Alors en fait, il y a une année très importante, c'est l'année 1962, avec la note adjuntiva de Hugo Lamalfa, qui est le ministre des Finances de la coalition dite de centre-gauche de l'époque, qui est un document particulièrement intéressant, enfin qui est un document particulièrement intéressant et qui m'a, à vrai dire, permis de comprendre un peu mieux aussi toute une série de points politico-théoriques du premier opéraïsme aussi, quoi. Donc, bon, j'en fais un résumé ici très, très rapide, hein, à travers 3 points qui me semblent très importants. Alors, le premier, bien sûr, c'est la politique des salaires, qui est discutée en long, en large et en travers dans Ouvrier et Capital de Mario Tronti. Hein. C'est l'idée que les gains salariaux sont limités au niveau des gains de productivité, qui ne doivent pas dépasser ces gains de productivité. Et c'est toute la thématisation c'est ce qui explique la thématisation dans le premier opéraïsme de la lutte d'usine comme une lutte contre cette politique des salaires, c'est-à-dire cette idée de dépasser la limite des gains de productivité dans cette programmation économique. C'est la politique cette politique de planification de la Malfa, c'est aussi une politique de compensation des déséquilibres économiques, en particulier des déséquilibres régionaux entre le nord et le sud. Et enfin, et je reviendrai longuement là-dessus à la fin, c'est aussi une politique anti-inflationniste. Ce qui me semble être un point critique de discussion des théories sur l'état-plan. Donc voilà, donc en fait c'est un petit peu particulier cette politique-là, parce qu'à la fois on a une dimension de planification en fait, et aussi déjà des éléments qui un peu précèdent les politiques de rigueur budgétaire qui se généraliseront en Europe un peu plus d'une décennie après. Rigueur budgétaire et limitation salariale aussi. Je pense qu'on peut... Voilà, donc du coup, bien évidemment, le 62 dans la chronologie canonique de l'opéraïsme, c'est pas la nota adjuntiva de la Malfa, c'est Piazza Statuto, bien sûr. En fait, c'est vraiment conçu comme c'est bien évidemment un moment de rupture politique, Piazza Statuto. C'est le symbole c'est la reprise de l'insubordination ouvrière, hein, par contraste avec des luttes ouvrières très dures dans les années 50, mais qui sont, et là je cite le document de formation des cadres de Potere Operaio que j'ai pu consulter, qui sont comprises disons à la fin de cette phase-là, au moment de la phase de la crise de l'état-plan, sur laquelle je reviendrai plus tard, comme des luttes désespérées, défensives, et qui ne parviennent pas à remettre en cause le commandement du capital. Et donc cette reprise de l'insubordination, c'est évidemment, et là je cite toujours, la découverte de l'autonomie ouvrière, et dans le cadre de cette nouvelle planification étatique et réformiste, dont la Malfa est un des symboles, mais il y a toute une série d'autres acteurs politico-institutionnels de la période qui le représentent. Alors, je vais maintenant passer à la discussion de cette un peu plus précise de cette phase historique par Potere Operaio à l'époque. Alors, en fait, le document que j'ai consulté, il est assez intéressant parce qu'il discute la question du rapport entre classe ouvrière et planification, ce qui est une façon assez originale, à mon avis, finalement de poser
un débat qui est très largement présent dans la littérature actuelle ou enfin, disons post-soviétique, voilà, période soviétique sur la planification, qui est celle de savoir, voilà, planification par en haut, par en bas, planification démocratique, et toute une littérature qui se concentre finalement sur le débat entre différents modèles de planification, plus ou moins par en bas, etc. Et donc, en fait, là, ce qui est assez intéressant dans ce document-là, c'est qu'en fait, ce qui est thématisé, c'est bien plutôt le lien entre la composition de classe, sa composition à la fois technique et politique, et la question de la planification. Alors, le document s'arrête pendant assez longtemps sur ce qu'il appelle le communisme de la Troisième Internationale, qui, et à mon avis, on pourrait aussi étendre ça à la deuxième, enfin voilà, c'est, disons, voilà, d'une phase classique du mouvement ouvrier, qu'on pourrait l'appeler comme ça, qui est caractérisée par un lien très fort en fait entre la question des luttes ouvrières et la question de la planification. C'est-à-dire que dans la mesure où la composition de classe de cette période-là est comprise comme avant tout centrée autour d'ouvriers très qualifiés, d'ouvriers de ce qu'on peut appeler des ouvriers de métier, il y a en fait une articulation directe dans le programme communiste entre planification socialiste, autogestion et bien sûr abolition de la propriété privée. C'est-à-dire que ça forme ces trois éléments-là forment un complexe. Et alors, au niveau général, toujours dans ce document, hein, c'est vraiment ce document de formation des cadres de Potel Operaio que je vous présente ici. Bien sûr, c'est la crise de 29 qui est comprise comme vraiment le moment de rupture essentiel de ce rapport classique de la classe ouvrière avec la planification. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, avec le New Deal qui prend la suite de la crise de 29, il y a une nouvelle forme de planification assumée par l'État cette fois-ci, comme une forme de médiation au niveau de une médiation de cette lutte de classe par rapport à l'appareil productif. Et donc le modèle, bien sûr, de ça, et donc ça, c'est une reprise des thèses de Ouvrier et Capital, c'est bien sûr la classe ouvrière de Detroit, Michigan, qui est, et là je cite le document, déracinée du poste de travail, indistincte et distance des valeurs professionnelles. Petite faute de frappe. Donc voilà, c'est cette lecture, c'est au sein de cette lecture-là de la phase historique que s'ancre le texte de Toni Negri, Crisi dello Stato Piano, sur lequel maintenant je vais un peu revenir, je crois, si je me souviens bien de ma slide suivante. Voilà. Alors, donc bon, l'idée, je reviens rapidement parce que c'est un texte où il y a, enfin, je vais revenir très rapidement sur le texte finalement parce que c'est un texte qui est assez long, hein, finalement, qui a un découpage assez précis et qui en fait parle de cette notion d'état-plan, mais pas seulement. Donc je vais surtout me concentrer sur cette partie-là, même si, à mon avis, là je vous donne simplement un avis personnel, je trouve que peut-être une des choses les plus remarquables dans ce texte, c'est cette partie sur la notion de tendance dans le mode de production capitaliste qui, selon moi, est vraiment quelque chose, voilà, une contribution à l'épistémologie de la critique de l'économie politique très importante faite par Toni Negri dans ce texte-là. Ceci dit, donc l'idée générale, hein, c'est que après la crise de 29, donc là on retrouve cette même périodisation, l'État capitaliste prend une nouvelle forme qui lui permet de réguler et de stabiliser le mode de production capitaliste, en particulier par le contrôle de la circulation monétaire. Donc en fait, la figure qui est visée centralement dans Crisi dello Stato Piano, c'est Keynes. Voilà. Donc, ce que l'État devient, c'est un agent de contrôle du travail social, et ce contrôle passe par la médiation monétaire. Et donc, le plan, il est censé assurer une proportionnalité stable dans les différentes composantes de la société capitaliste. Donc, on retrouve un peu le type de politique budgétaire et d'investissement et de restrictions salariales aussi,
qu'on avait vu dans les premières slides au début. Et donc voilà, l'idée c'est que il s'agit pour l'État de garantir le fonctionnement général de la loi de la valeur. Next slide. Voilà. Hop. Donc du coup, voilà, ce qui est thématisé dans ce texte-là, c'est une contradiction fondamentale, c'est la contradiction entre travail social et valeur d'échange, mais même plutôt dans le texte en fait là, c'est plutôt thématisé directement par l'argent en fait, plus que le concept, c'est celui d'argent plus que de valeur d'échange finalement ici. Donc le travail social, il est immédiatement socialisé, certes, mais il continue d'être médiatisé par l'argent. Et donc en fait, dans la mesure où donc en fait, il y a une contradiction. C'est un peu, on revient un peu ce sur quoi Carlo présentait tout à l'heure, c'est-à-dire que on a une contradiction entre force productive et rapport de production. Donc ici entre travail social et argent. Et donc finalement, l'argent en fait cesse d'être simplement une médiation des échanges pour devenir réellement une modalité de contrôle de contrôle social, de contrôle social quoi. Voilà, on passe à la slide suivante. Donc qu'est-ce que c'est la crise donc du coup de cet État-plan? C'est simplement que le prolétariat socialisé refuse la médiation monétaire et revendique la richesse sociale produite. Donc là, c'est des thèses qu'on retrouve dans des textes un peu plus tardifs, si je ne me trompe pas, donc notamment Domination et sabotage, hein, que des camarades ici ont traduit en français. Voilà, et donc le symptôme de ça, et donc c'est pour ça que je vais y revenir un peu plus tard, c'est précisément l'inflation en fait, qui en tant que aussi produit des luttes ouvrières, hein, manifeste le refus du prolétariat d'être soumis aux proportions imposées par l'État-plan. Donc en fait dans ce cadre-là, et dans le cadre d'une radicalisation des luttes, hein, c'est cette phase qui s'ouvre à partir de Piazza Statuto. Mais en fait, pourquoi il y a une crise de l'État-plan? Simplement parce que l'État devient incapable d'assurer l'équilibre dont il se prévalait, qui était la condition de cette fonction de contrôle social. Et donc du coup, il devient gestionnaire plutôt d'une crise permanente et structurelle dont le symptôme est l'inflation, mais dont la cause principale est cette contradiction entre force productive et rapport de production. Je passe à Voilà, donc en fait, cette crise de l'État-plan, elle révèle un petit peu... c'est ça, c'est qu'elle révèle ce rôle de contrôle social que joue l'État dans la phase qui s'ouvre... dans la forme que l'État prend à partir de 1929. Et donc en fait finalement l'État ne peut plus vraiment prétendre être une médiation neutre ou rationnelle. Et donc il devient, et là on peut dire que de ce point de vue-là les thèses sont assez prémonitoires, en particulier au niveau de la situation italienne. Hein. C'est que l'État-plan en fait passe de ce qu'on pourrait penser être un régulateur rationnel à une structure purement répressive qui exerce une violence de classe pour maintenir le rapport social capitaliste. C'est long tout ça. Alors, oui, voilà. Donc, en somme, la tâche des révolutionnaires dans cette phase-là, c'est bien sûr le communisme immédiat. Hein, donc, c'est les thèses dont je parlais un petit peu tout à l'heure de l'autovalorisation. Et donc, le programme révolutionnaire, du coup, ne passe plus par la médiation étatique, à l'opposé de ce qui était thématisé, hein, ce dont je parlais plus tôt dans les documents de formation de Potere Operaio, c'est-à-dire ce communisme de la deuxième et de la troisième internationale, quoi, simplement comme abolition de la propriété privée, comme autogestion, etc. Voilà, donc je pense que je vais maintenant, dans les quelques minutes qui me restent, passer à la discussion un peu plus... un peu plus théorique, disons. Donc je pense que c'est ce qu'on peut tirer peut-être quatre choses importantes de ce, disons dans le but de ma présentation.
c'est que déjà la planification se comprend comme une médiation capitaliste, ce qui n'est pas exactement, à mon avis, la même lecture que la lecture que fait Mario Tronti du New Deal finalement. Parce que Tronti insiste beaucoup plus finalement sur le rôle dans cette phase-là du New Deal de la classe ouvrière comme classe dirigeante en fait à ce moment-là. Donc voilà, il y a quand même des convergences, mais bon, moi j'ai beaucoup lu Tronti à un moment. Je vois aussi quand même certaines nuances qui sont importantes dans la lecture de la phase historique quoi en fait à ce niveau-là. Ensuite, bon, voilà, la thèse majeure évidemment du texte, c'est la contradiction entre socialisation du travail et forme argent. Je reviendrai là-dessus vraiment en détail tout à l'heure. Et le fait que, en fait, finalement, la crise de la planification et de la loi de la valeur, elle est avant tout un produit des luttes ouvrières. Donc là, on rejoint la thèse fondamentale de l'opéraïsme, des luttes ouvrières enfin, je ne sais pas comment le dire, enfin, comme moteur de l'histoire en tout cas, quoi. Comme moteur du développement capitaliste en tout cas. Et centralement, dans la lecture de Negri, c'est l'inflation qui est le symptôme de cette crise, ce qui, à mon avis, dans la période, peut être aussi assez intéressant à thématiser. Donc je reviendrai bien sûr dessus, je crois que je reviens même dans la slide immédiatement après. Voilà. Alors, moi, il y a quelque chose qui me pose question, disons, dans cette lecture-là. Donc, bon, je pense avoir été clair sur pourquoi l'inflation est le symptôme de cette crise de l'État-plan. Donc, c'est par cette impossibilité de maintenir des proportions. Mais il me semble que il y a quelque chose qui est compliqué, disons, qui est très intéressant au niveau théorique, mais qui est compliqué au niveau vraiment de la phase que ça décrit en fait. Et c'est beaucoup en lisant les documents de Potere Pelayo que je me suis intéressé à cette dimension-là, dans le sens où, voilà, le keynésianisme, qui est la cible principale de l'article de Negri, est pas particulièrement connu pour ses politiques anti-inflationnistes, et surtout, et donc du coup de ce point de vue-là, il me semble un petit peu compliqué de faire de l'Amalfa et du centre-gauche italien des représentants du keynésianisme finalement. Alors je suis sûr ce sera un point de discussion peut-être intéressant à avoir avec des camarades ici. Mais du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas en fait d'autres choses à tirer de cette politique anti-inflationniste du centre-gauche italien en termes en termes plutôt de rapport entre des blocs sociaux plus que sur le rapport entre sur un pur affrontement capital-travail. En fait, à mon avis, on pourrait peut-être aussi se poser la question du rôle de cette politique anti-inflationniste dans la défense de la rente, vu la structure productive de certaines régions de l'Italie dans la période, et aussi, plus que de thématiser la question est-ce qu'il n'y a pas aussi, disons, une dimension plus contingente dans la crise de l'État-plan, qui est la grande fragilité institutionnelle des gouvernements de centre-gauche des années 60 en Italie, et finalement la faiblesse institutionnelle conjuguée à la planification indicative, entraîne des résultats économiques, disons, assez minimes ou disons, moins disons direct que ce qui est présenté dans peut-être le texte de Negri. Et il me semble que c'est quelque chose qui est en tension, disons, dans les documents que j'ai pu consulter de cette même période-là. Voilà, peut-être qu'on passe à laquelle. Voilà. Bon, en fait, finalement, le point sur lequel je veux arriver et sur lequel je vais terminer, parce que je crois que le temps m'est compté, c'est la question de la socialisation. Alors, évidemment, la question de la socialisation, moi, à mon sens, c'est un des concepts marxiens finalement qui est très fertile mais qui est extrêmement ambigu. En fait, on voit jamais vraiment de quoi on parle quand on parle de socialisation. Enfin, on parle de beaucoup de choses différentes, surtout à mon avis. Donc bon, j'ai essayé de proposer une définition minimale sur cette slide, mais qui, à mon sens, n'est pas vraiment satisfaisante. Enfin bon, voilà, elle est amenée à discussion pour la suite. Et il me semble que finalement, ce qui est intéressant dans le texte de Negri, c'est qu'il s'inscrit dans la continuité
à la fois des Grundrisse et aussi de Hilferding, chez qui, à mon sens, on trouve vraiment cette théorie de façon la plus claire dans le dernier chapitre du Capital financier, c'est-à-dire que en fait, la socialisation capitaliste ouvre la voie à la socialisation communiste. Alors, dans la slide suivante, je vais essayer, à mon avis, je vais essayer de montrer que c'est une question qui, à mon avis, est discutable finalement à ce niveau-là. Donc là, comme vous le voyez, j'ai mis ce livre de Charles Bettelheim, qui est une référence très importante à mon avis sur ce sujet-là, dans la mesure où c'est un ouvrage où Bettelheim thématise le fait que finalement socialisation capitaliste et socialisation socialiste ou communiste ne sont pas, c'est pas la même forme de socialisation. Alors, comme Negri, et c'est là où je vois des convergences intéressantes, c'est que la question de la socialisation, en fait, c'est la question du contrôle finalement qui se pose. Et finalement, à mon avis, la question du contrôle, elle est posée de façon, elle pourrait être posée, disons, de façon plus précise, en s'intéressant à la question, non pas du capital en tant que processus général, mais aussi des capitaux, pour comprendre les dynamiques historiques aussi, et les logiques de monopolisation dont on parle quand on parle de socialisation. Et donc, finalement, cette question-là, de savoir de quoi qu'est-ce que c'est que la socialisation capitaliste, en particulier aujourd'hui, à mon avis, elle est encore très largement indéterminée entre, disons, les tenants classiques dans l'économie marxiste de la thèse du monopole et des tenants comme Anwar Shahir de la théorie de la compétition réelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de preuves théoriques décisives sur cette question-là. Voilà, donc je termine avec ça, et après j'arrête. On peut quand même s'accorder pour dire que finalement le processus, il y a un retour de la thématique de la planification dans un contexte très différent qui se comprend à la fois par la socialisation toujours croissante, donc la croissance de ces interdépendances dont je parlais tout à l'heure, le développement des outils de contrôle et aussi la multiplication des crises planétaires. Ce qui est intéressant, c'est que, à mon sens, finalement, en fait, l'apport très intéressant du texte de Negri, c'est d'insister sur cette contradiction entre argent et socialisation. Parce que finalement, le type de planification écologique, en particulier, sur laquelle moi, en tout cas, je travaille, c'est plus une planification qui se fonde sur des unités de compte uniques, en fait. L'idée, c'est de concevoir une planification en nature, avec une multiplicité d'indicateurs, dans la lignée de toute une série d'auteurs, mais dont le fondateur est Otto Neurath, probablement. Et donc de comprendre finalement comment la planification pourrait dépasser ce simple rôle finalement de rééquilibrage entre les secteurs productifs. Voilà, je m'arrête là, j'ai dépassé le temps. Merci beaucoup, Elfix. On va passer à la deuxième intervention. On peut vérifier si... On regroupe les questions à la fin. Oui, parce qu'en fait, on peut aussi décider si regrouper les questions tout de suite pour Elfix. Et après passer à la deuxième intervention, c'est si les intervenantes ils arrivent. Parce que je pense que c'est mieux comme ça. Parce que l'intervention suivante va un peu changer de rythme parce que c'est en distanciel. Si pour toi ça va aussi, on peut faire comme le plus simple. Comme vous préférez. Je pense que c'est mieux comme ça. Mieux comme ça. Ok. Vous pouvez tout de suite poser des questions à Elfix. Pas trop longues. Non, ok. Non, même si j'aurais envie de parler pendant 2 heures, parce que c'est... Je sais. J'ai très apprécié la conclusion sur la problématique de la socialisation et la manière dont souvent elle veut dire 1000 choses, on n'arrive pas à la délimiter de façon précise. Mais en revenant sur la première partie de ton exposé, il y a un point qui me dérange, c'est le fait que tu prends 62, que pour moi il a été, pour utiliser la terminologie de la régulation, il avait écrit un pamphlet avec Giuseppe Bocco à l'époque qu'on avait présenté au CEPREMAP sur cela. Ça a été les premières grandes tentatives d'instaurer un compromis fordiste en Italie. Ouais.
on peut le définir comme ça. Après, ils sont intervenus l'effet de Piazza Statuto, aussi pour une raison qui est souvent négligée, mais c'est qu'en 61, ils ont été supprimés les lois qui limitaient l'immigration et les droits des immigrants. Ouais. Et après, l'associer à la crise de l'État plan, que c'est une période complètement différente, que c'est la période des années 70. C'est-à-dire que l'analyse, d'après moi, du compromis fordiste de 62, tu aurais dû plutôt l'amener à partir des quaderni rossi, et après voir comment, de la crise du compromis fordiste, parce que Piazza Statuto détermine cela, on passe à la phase de la déflation, des 63, 64, 66, pour arriver ensuite à la grande explosion de l'août de 68 et après la crise de l'État plan. Mais si j'essayais peut-être que j'ai pas été clair là-dessus, mon idée c'était plutôt de thématiser cette notion d'État plan à partir de Piazza Statuto, enfin du début des années 60 en fait, plus que la crise. Disons que... Pardon, j'ai peut-être pas été très clair là-dessus. Parce qu'en fait, justement, c'est en gros ces documents-là, enfin les documents de Potere Operaio auxquels je fais référence, ils thématisent beaucoup plus. Voilà, les documents, pas la crise de l'État plan, mais les documents de Potere Operaio, il est daté. C'est 71. Ouais. D'autres questions? Pour moi, la question, c'est comment penser l'État plan aujourd'hui dans un moment historique dans lequel l'État, ce n'est pas le même État qu'il y avait dans les années 60, dans le sens qu'il n'y a plus l'hypothèse de aussi monopolisme d'État. Et dans l'autre côté, il y a une socialisation du capital au niveau financier qui a une aussi, extension géographique globale, etc. Et alors, comme penser la planification par le débat dans un peu ce contexte dans lequel il y a ce type de socialisation du capital et une forme d'État nouveau, et quels sont un peu les espaces sociaux de la nouvelle planification, que ce soit les quartiers populaires, par exemple, sur les questions éco-sociales, ou la dimension de la déindustrialisation qui peut offrir des opportunités pour les contrôles ouvriers. Bon, bah, c'est une question très, très large hein, sur laquelle en fait, je travaille plutôt sur cet aspect-là, normalement, quoi. Donc bon, j'aurais pas une réponse vraiment toute prête à donner là-dessus. Mais bon, il y a... Disons que effectivement, s'il y a... Enfin, il y a aujourd'hui ce complexe entre socialisation et contrôle, mais il se fait plus au niveau des États aujourd'hui. Il se fait évidemment au niveau de la sphère financière, mais au niveau également et ça pour le coup je pense qu'il n'y a pas besoin de trancher empiriquement au niveau macroéconomique là-dessus, au niveau des grandes firmes de la tech notamment, hein, qui jouent aujourd'hui ce rôle de socialisation et de contrôle, hein, de croissance de l'interdépendance entre les différentes branches de la production. Et donc bon, en fait, il y a il y a quelque chose d'assez intéressant aussi dans cette phase-là, qui est que finalement les enjeux sur lesquels il y a un besoin de planification, disons les questions écologiques notamment, quoi, en fait, ces questions-là, elles se jouent à des niveaux locaux, mais elles se jouent aussi à des niveaux globaux, quoi, qui sont ceux sur lesquels opèrent en fait ces instruments de contrôle aujourd'hui, quoi. Donc, en fait, il y a, c'est ça toute l'ambiguïté, c'est qu'il y a à la fois une divergence fondamentale entre la socialisation capitaliste et le maintien des conditions d'habitabilité sur la planète, quoi. Mais de l'autre côté, il y a aussi dans cette... et là, on revient un peu sur ce truc. Est-ce qu'il y a une contradiction entre... est-ce que, disons, la socialisation socialiste est inscrite dans une même tendance que la socialisation capitaliste ou non? Et de l'autre côté, il y a, au sein du processus de socialisation capitaliste, aussi des outils, des méthodes
disons, réappropriable dans la socialisation socialiste, quoi. Donc voilà, c'est une réponse un peu floue, mais c'est ce que je peux faire de mieux. Allez-y. Ouais, moi j'avais une question sur un petit point technique qui est qu'à un moment tu disais que l'indexation des salaires sur l'inflation était en gros une mesure d'austérité, ce qui me semble un peu discutable en fait dans la mesure où, pardon, pas l'indexation des salaires sur l'inflation, l'indexation des salaires sur la productivité. Ouais. Ce qui me semble un peu discutable dans la mesure où en fait justement la fin, le début des vraies politiques d'austérité néolibérales se traduit plutôt par la décorrélation des deux variables. Par la décorrélation des hausses de productivité, des hausses de salaire, en fait, les hausses de productivité continuent, les hausses de salaire s'arrêtent. Ouais. Et ce que j'aurais voulu en fait surtout interroger, c'est le fait que cette politique que tu présentais comme une politique d'austérité spécifique au centre-gauche italien, Ouais. en fait, il me semble que c'est une politique qui à l'époque est la politique de salaire de l'ensemble des pays de l'OCDE. Et Ouais. c'est pour ça que j'aimerais bien que tu reviennes un peu sur la spécificité de ce qui fait la politique du centre-gauche italien à ce moment-là. Bah, en fait, oui, tout à fait. Donc comment dire? En fait, là aussi, je pense que c'est un problème de la manière dont j'ai présenté le truc, c'est que bon voilà, c'est effectivement une politique en fait, c'est une politique salariale assez commune. Après, je pense qu'elle est aussi thématisée par, disons, des groupes ouvriers de façon différente en Italie. C'est probablement ça qui fait la singularité de cette phase-là là-bas. Mais disons, en fait, voilà, c'est plutôt qu'il y a déjà des éléments dans la politique de la Malfa d'austérité au sens budgétaire, là, pour le coup. Voilà, c'est principalement ça, et avec vraiment une attention particulière à l'homogénéité du développement régional, enfin voilà, des problématiques là pour le coup italiennes qu'on connaît un peu plus, quoi. Mais enfin voilà, je ne saurais pas donner une réponse beaucoup plus précise que ça là-dessus. Moi, Les deux dernières questions. Oh, il y en a d'autres. Ok, les deux dernières questions. Pour mettre un peu les pieds dans le plat sur la planification, moi il me semble que Negri, notamment dans les textes sur la crise de l'État capitaliste en 1929, quand il parle, toute sa critique du keynésianisme, elle part du principe que le keynésianisme a été possible historiquement parce qu'il y a eu 17 et que donc le principe de la planification keynésienne, c'était l'intégration de la classe ouvrière à la reproduction du capital et réussir à que la reproduction de la classe ouvrière devienne fonctionnelle au développement capitaliste. Et enfin, c'est tout ce que l'opéraïsme a théorisé. Mais du coup, et même jusqu'à, moi je trouve ces textes magnifiques de Negri sur Keynes, de dire que l'incertitude capitaliste, avec le concept d'incertitude qui est central chez Keynes, se déplace, et cette incertitude pèse désormais sur le prolétariat et plus sur le capitalisme grâce à l'État keynésien. Mais du coup, j'ai du mal à voir comment on peut recoder la question de la planification aujourd'hui pour en faire quelque chose de souhaitable du point de vue de la lutte des classes, parce que telle qu'on l'a connue historiquement, en tout cas de la manière dont Negri l'a décrite, ça a été plutôt l'intégration constante et le produit des luttes, mais dans la contre-révolution précisément. Et donc j'ai du mal à voir comment on peut se réapproprier ça maintenant. Alors j'aurais deux parties à ce que je vais répondre. La première, c'est que, alors il y a, qui est plutôt une remarque en fait. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant qui est, alors certes le moment Keynes est pas possible sans le moment 17 quoi, mais aussi disons les politiques de planification, en particulier celles portées par Lénine, centrées autour de l'électrification de la Russie, sont en fait elles-mêmes difficilement envisageables sans, et ça va à mon avis dans ton sens, sans l'économie de guerre allemande en fait de la Première Guerre mondiale, quoi. C'est-à-dire que les méthodes sont à peu près les mêmes. Et il y a un très bon article qui s'appelle From Ludendorff to Lénine à ce sujet-là qui est assez révélateur, quoi.
Alors, en fait, moi, du coup, ce que j'essayais de montrer sur la planification, c'est de repartir de ce problème de la contradiction entre socialisation et forme argent. Et en fait, ce qui me semble intéressant justement avec la planification en nature, c'est que finalement, en fait, il y a pas, c'est pas le, disons, c'est pas la reproduction de la classe ouvrière en tant que telle qui est intégrée au modèle de planification, mais c'est la reproduction d'autres choses en fait, qui est la reproduction, bon bah voilà, des conditions d'habitabilité de la terre, de l'écosystème, etc. Donc en fait, c'est à ce niveau-là, à mon avis, qu'il y a une différence qualitative en fait entre planification au sens à la fois au sens keynésien et au sens même de la planification, de nombreuses expériences de planification socialiste et planification écologique. Voilà, je sais pas si... Oui, je pense qu'il faudrait distinguer deux choses. Le plan du capital et la planification de l'État. C'est deux concepts qui, évidemment, ne sont pas totalement différents, enfin, ils sont liés. Mais l'originalité, je pense, de l'opéraïsme italien des années 60, c'est d'avoir porté ce concept du plan du capital. Alors, c'est Pansieri, Negri et Tronti, pas dans l'ordre en fait, qui en parlent. Évidemment, Toni, Negri introduit d'une certaine façon l'État, chose qui n'avait pas été faite par les autres. Ouais. Les autres, ils avaient donné un concept pur de plan du capital. Le plan du capital est un plan qui n'est pas économique au sens traditionnel du terme. C'est un plan, en général, toujours de désarticulation de la composition socio-technique du prolétariat, ou si tu veux, de la force de travail. En fait. Et d'ailleurs, en fait, tu parles des luttes défensives, hein, des ouvriers italiens, ils ont été battus par le fait qu'on a ouvert l'immigration du Mezzogiorno, du Méridionale d'Italie, qui a complètement cassé la force, enfin la composition politique de l'ouvrier professionnel. Donc, et ça c'est des luttes classe statut, c'est des luttes déjà des ouvriers masse, oui. Comment tu l'appelles. Donc je suis d'accord avec Carlo qu'il y a un problème chronologique, quoi. Enfin, tu vois, si tu veux, les ouvriers, enfin, même la Malfa, étaient déjà hors du temps, quoi, en 62, parce que la transformation, enfin la ligne de montage arrivait, donc, et les ouvriers du Sud arrivaient. Donc, les ouvriers professionnels sautaient. Il n'y avait aucune possibilité de défense. Donc, le lutte défensive est même très dur. À Turin, la ligne de montage est plus ancienne. Oui, non, bien sûr. Disons, là, oui, mais enfin, il faut savoir ce qu'on entend pour le ligne de montage. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais je ne parle pas de Lingotto, je parle de Mirafiori. Non, mais moi, pour dire, la ligne de montage, effectivement, c'est trop générique. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, on dit ligne de montage pour dire une situation dans laquelle l'ouvrier est déqualifié, d'une certaine façon. Il n'a plus aucune... Il doit suivre une procédure effective qui lui a été dictée, sans penser à ce qu'il fait, en agissant automatiquement, de façon mécanique. Donc là, effectivement, bon. Mais pour revenir, le problème de la planification, par contre, de l'État, dont tu parles, à mon avis, de toute façon, l'État américain, enfin, les États-Unis pendant la guerre étaient une économie totalement planifiée. Le plan du capital, c'est autre chose. Planifié, ça veut dire que tu fabriques ça, tu donnes ça. Bon, il n'y avait aucun espace pour le marché. Enfin, donc, c'est ça la planification de l'État capitaliste. Et c'est une forme d'économie de guerre, c'est une forme de lutte contre la classe ouvrière qui, contrairement à la crise, c'est une forme de mobilisation forcée de la classe ouvrière, qui réussit ou pas, parce que de toute façon, il y a eu énormément de grèves pendant la guerre aux États-Unis. Énormément. Enfin, c'est le moment où il y a eu le plus de grèves. Donc voilà, enfin, il faudrait, bon, les motions sont grand Keynes, etc., mais il faudrait probablement mieux ordonner ce genre
considération. Merci. Et Elfix apprécie les conseils, merci les critiques. Et surtout, merci beaucoup Elfix, parce que comme il y a eu une intervention qui a manqué, on a beaucoup aimé ce moment avec toi, avec aussi les protagonistes de l'époque qui sont rentrés dans les détails. Et maintenant, Matteo va se charger de... Comrades, do you hear me? T'es pas connecté à l'audio là? Bah ouais, je pense. Ah ouais, bon. Comrades, do you hear me? Which analyze Brazil's public debt as a mechanism of expropriation and a denial of economic sovereignty, is also a reflection of our time and of our condition as researcher from the Global South, directly affected by austerity and policies that undermine both life and critical thought. Maria, I can hear you. Sorry, guys. To begin our reflection, I would like to draw attention to a fact. In 2024, 42.96% of Brazil's executed federal budget was allocated to the payment of interest and amortization of public debt. This means that nearly half of the national budget was absorbed by a single item, the debt, which has never been audited nor debated democratically. By contrast, only 4.16% of the budget was allocated to healthcare, 2.95% to education, and less than 0.01% to sanitation and environmental management. These figures come from the Citizens Debt Audit and are visually represented in the graphic we are presenting here. As you can see, public debt expenditure dominates the budget. It consumes almost half of the research that should be directed to the most basic social rights, like social security and education. It is from this scenario that we ask, how can we understand Brazil's public debt as a mechanism of domination and expropriation? And further, how can we analyze this mechanism through the lenses of Marx's primitive accumulation, Rosa Luxemburg's imperialism, and Rui Mauro Marin's dependence theory in articulation with Hard and Nagel's concept of empire? The aim of this work is to contribute to this reflection by understanding public debt not simple as a financial tool, but as a sophisticated form of social control, of plunder of the commons, and a blockade to the self-determination of peoples, especially in the Global South. When you observe the figure, 42.96% of the federal budget directed towards public debt, we must ask, how did you get here? What explains this capture of the national budget by the financial sector? Brazil's public debt began to intensify in the late 1970s, but it assumed a new form with this rise of neoliberalism in the 1980s, under the influence of Reagan, Thatcher, and later the Washington Consensus. The logic imposed is what David Harvey termed a regime of flexible accumulation, a model of capitalism that demands austerity, the dismantling of social rights, and subordination of the state to global financial dynamics. In Brazil, this process was accelerated during the military dictatorship, when external loans were taken out with no transparency. Many of them contracted by large private companies, both national and multinational. With the debt crisis on the 1980s, the central bank assumed responsibility for paying this private debt, converting them into public debt. That is, socializing the losses on the private sector. From the 1990s onward, especially following the Real Plan, the focus shifted to the so-called domestic debt, financed through the issuance of government bonds purchased by banks and investors, including foreign ones. This model was reinforced by extremely high interest rates
ensuring extraordinary profits for financial capital. The result is a system in which much of the national budget is siphoned off to rentiers, while social sectors are sacrificed. This, as the Citizens Debt Audit points out, constitutes a debt system, an institutional and legal mechanism that transforms indebtedness into a permanent tool for transferring public wealth into private hands. And here lies the crucial point. Public debt does not fund social policies. On the contrary, it is used to justify cutbacks in social investment in order to ensure interest payment to creditors. The state, within this model, acts as an intermediary for the accumulation of financial capital, exploiting labor indirectly through regressive taxation and the containment of social rights. This form of exploitation no longer occurs solely inside the factory, but through relations of credit and debt, mediated by the state itself, repositioning the class struggle around new forms of capture of socially produced wealth. In 2016, after the impeachment of President Dilma Rousseff, the government of Michel Temer approved, rapidly and without public debate, one of the most radical budgetary measures in Brazil history, Constitutional Amendment Number 95, now as the new fiscal regime. This amendment imposed a 20-year freeze on social spending, meaning that until 2036, the budget allocated to healthcare, education, social assistance, infrastructure, and other central areas is limited to inflation adjustments only. Even if the population grows or the economy recovers, it is not possible to increase investment in these areas unless funds are cut from elsewhere. However, this cap does not apply to interest and amortizations payments on public debt, which can continue to grow without constraint. As researcher Maria Lucia Fattorelli points out, this is a system designed to ensure the permanent transfer of public research to debt creditors. And the effects have been devastating. Public policy budgets have been drastically reduced. The impacts of austerity have been most acutely felt by true historic marginalization. Women, especially Black, poor, and peripheral women. As Maria Caramassini and Jura Gruber observed, in several countries, the pursuit of gender equality as a socially progressive agenda is called into question by the intensification of neoliberal policies. In Brazil, Marlene Teixeira identifies the same trend. As economist Marlene Teixeira notes, maintaining the spending cap even during a period of economic growth would mean that not even increased tax revenues could be redirected to social investment, and all surpluses would instead be channeled towards debt repayment. And these impacts are not evenly distributed. According to Economic Policy Note number 44, among Brazil's poorest 10%, half of the total income effectively comes from access to free public health care and education. Who makes up this group? Predominantly Black, mixed race, and indigenous women. In 2024, the federal government announced 15 billion Brazilian reais in new spending freezes, directly affecting social programs. These included 1.7 billion cut from the Popular Farmers Program, millions from the gas voucher, and 500 million from the PED-MEIA, Educational Incentive Program, all of which disproportionately affected women who support their families in conditions of extremely vulnerability. So, from its very origin, public debt is identified by Karl Marx as one of the central forms of primitive accumulation of capital,
That is, an accumulation not based on the generation of surplus value, but on extra economic violence through the direct expropriation of social health. As Marx explained in Capital, public debt transforms idle money into profitable capital, giving rise to a class of parasitic rentiers and a state structure geared not toward the reproduction of social life, but toward the expanded reproduction of capital itself. This form of accumulation is not an historical exception. It is a permanent feature of capitalism. Rosa Luxemburg, in his analysis of imperialism expansion, shows that capital requires non-capitalist space to realize surplus value that cannot be absorbed internally. Hence, accumulation through violence, expropriation, subjugation, and plunder remain structurally embedded in the capitalist system. In independent economies like Brazil, these processes are even more pronounced. In Brazil, macroeconomic policy is not directed toward public investment or social welfare, but rather toward the generation of primary surpluses to ensure interest payments to a small creditor elite composed of investment funds and major banks. This reveals a system of indirect exploitation of labor, as public revenue is largely drawn from regressive taxation on consumption, which disproportionately burdens the poorest sectors of society. Rio Mauro Marines offers a decisive theoretical contribution to understanding public debt within dependent economies. According to Marini, there is no convergence between center and periphery. Rather, the development of center economies depends on the ongoing underdevelopment of peripheral nations. One of the structural mechanisms sustaining this asymmetry is the systematic transfer of surplus value, which occurs, among other channels, via interest payments on public debt to international creditors. In Brazil, the public fund composed mainly of regressive taxes on consumption and wage serve not to promote social well-being. Serve not to promote social well-being, but to finance the valorization of both foreign and domestic capital. The state thus functions as a conduit of value transfer, extracted from the super exploitation of labor toward global financial capital. As Marini argues, this dynamic as Marini argues, these dynamics force depend economics to look toward of makers and foreign currency, thereby closing the cycle of structural dependency and subordinating domestic capital accumulation to the demands of transnational capital. Public debt in this context becomes a central instrument in the reproduction of dependency and the erosion of economic sovereignty. Therefore, public debt in Brazil not only transfer incomes from the working class to rentiers, but also reorganize mechanisms of domination, undermining popular sovereignty and obstructing public investment. It operates as a contemporary apparatus of command over living labor and is essential to the reproduction of dependent and financialized capitalism. Comrades, you have 5 to 6 minutes left. Okay, I am in the finish. The analysis of
offered by Negri on debt reveals its central role in the regime of domination and characterized contemporary capitalism. A regime the authors calls empire. Unlike the territorial sovereignty of classical imperialism, the empire is a global deteriorized and networked form of power, sustained by financial, legal, and military mechanisms. Within this new paradigm, debt is not longer merely an economic instrument, but a biopolitical apparatus of control, acting directly upon life, subjectivity, and the form of social cooperation. According to the authors, we are undergoing a historical transition from a model of exploitation based on industrial surplus value production to a model rooted in rent extraction, especially through debt. This shift means that the command of capital is exercised not only over productive labor but over the entire social field. In the neoliberal context, this mechanism becomes even more intense as Negri emphasized. Austerity policies do not simply impose cuts and restrictions; they configure the social during the state into an operator of expropriation. This expropriation affects not only public goods, but also forms of life, knowledge, and collective cooperation that the authors refer to as the common. The common includes both natural resources and the products of social and cognitive labor, and is continuously target for commodification. In this sense, public debt functions as a tool for the expropriation of the common, challenging public resources collected through a regressive tax system into the valorization of financial capital, often as a transnational nature. This dynamics transforms the public fund into a field of struggle, while neoliberalism instrumentalizes it to deepen domination. Negri proposed a politics of the common, grounded in the self-management, cooperation, and the rejection of subjectivities imposed by capital. And concluding, the analysis of Brazil's public debt reveals far more than technical issues of public finance. It is a permanent mechanism of expropriation, one that reproduces inequality, transfers surplus value to financial capital of a transnational, and deepens the economic dependence of peripheral nations. As shown by Marx, Rosa Luxemburgo, and Marini, public debt displays wealth produced collectively into private accumulation. As Negri argued, it also captures subjectivity, generating conformity, fear, and self-regulation, transforming political economy into a technology of life governance. Breaking with this logic requires going beyond conventional economic solutions. It's necessary to repolitize the economy, to reclaim the public budget not as a mere technical space of management, but as a terrain of social struggle and a strategic site for population sovereignty. Public debt must be understood as confronted as a form of colonization on that size the future of peripheral population. In this regard, the proposal by Negri for a politics of common becomes particularly powerful. The commons is not only what we have, whether water, healthcare, education, but also what we collectively create, living labor, shared knowledge, affective bonds, and struggle. Relearning how to control the common, how to collectively manage resource and life itself
is a form of biopolitical resistance, one that confronts the logic of debt not only in the economic realm, but also at the level of subjectivity and social reproduction. Thank you. Why? Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much for this contribution. I open the floor to the question. Est-ce qu'il y a des questions en français ou en anglais? Vous préférez dire quelque chose? C'est si vous arrivez un peu à vous approcher, parce que après on va utiliser les micros, mais là on a eu un souci organisationnel. Et voilà, les deux langues. Any question? If there is no question for now, I would like to ask you something. Comrades, do you hear me? Yes. Thank you again for this empirically informed intervention that was really instructive for us here in Paris. I really appreciated how you have articulated the logic of debt and the logic of extraction of raw materials in the context of Brazil. What I'd like to know is to what extent in your framework the social struggles in Brazil, both in the urban and non-urban context, play a role. You didn't say a lot about that, and I think it would be extremely useful for us here in Paris to know what's your view of this aspect, since it is one of key crucial Negri's insight, the role of social struggle within the logic of debt and against the logic of extraction. Thank you. Thank you so much for your words, your considers, and if I understood well, we can in Brazil we can observe a struggle facing the public debt by the student movement generally by Occupy universities and last family struggle, mothers struggle to the healthcare in this space. I think Isabelle, Maria, do you want to talk about something? No, thank you. I don't know if I understood well your question, but I think it's that or I need to explain again. It was just about how the social struggles over the last, let's say, 20, 25 years in Brazil played a role in the development of this, governance by public debt that you described so clearly. Sorry, can you write the question because I don't understood well? Again, sorry so much. Don't worry, there is maybe a problem with the connection. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réflexions, commentaires, remarques? S'il n'y en a pas, on peut terminer avec 2 minutes d'avance et avoir 2 minutes de plus pour le repas. Je rappelle qu'on va recommencer à 14h. On essaie de commencer à l'heure pour pouvoir gagner du temps en vue de l'apéro, ce qui est quand même essentiel. Alors, après la pause. Autre rappel, attends, pour les intervenants-intervenantes, un repas est prévu. On se trouve au 6e étage. On invite pour l'instant que les intervenants à venir. On va voir s'il reste de la bouffe, mais on essaie de donner de la priorité à celles et ceux qui parlent. Alors, après la pause, ici, on a le panel Negri, lecteur de maths 1. Et dans la salle... Thank you, comrades. Dans la salle, Thank you. Mutation du travail et composition. Bye.
Bye.